Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malher, directeur de la recherche chez Artefact, et j'ai la chance d'animer ces Data Coffee de la plateforme Media The Bridge. Le principe est simple, un sujet data, un expert data d'Artefact et un bon café. Bonjour Elias, comment Bonjour vas-tu? Emmanuel, ouais, très bien et vous? Très bien. Alors qui es-tu chez Artefact? Je suis lead data scientist. Ça fait 5 ans à peu près que je suis chez Artefact. J'avais bossé sur pas mal de missions, sur du traitement de langage naturel, de la vision par ordinateur, ce qu'on appelle la computer vision. Et dernièrement, sur la dernière année, on a commencé à pas mal s'intéresser à tout ce qui est IA générative, notamment par rapport à ce qu'on appelle les language models, les modèles de langage, mais aussi les diffusion models pour tout ce qui est vision. Et donc, sur ce sujet, peux-tu nous donner un peu d'historique, notamment scientifique? Bien sûr, alors tout ce qui est IA générative, c'est pas sorti de nulle part, c'est pas quelque chose qui a été inventé sur les 2 dernières années. Donc nous, typiquement, les data scientists, ML engineers, on travaille sur des problématiques de NLP, Natural Language Processing, donc traitement du langage textuel, mais aussi des problématiques de computer vision depuis des années. Donc je pense que vraiment ça remonte à une vingtaine, voire une trentaine d'années. C'est une évolution sur le temps. Et pour donner un historique sur tout ce qui est langage textuel, traitement du langage humain, donc effectivement, on avait commencé par des choses comme du Word2Vec, où la première idée, c'était déjà de comment représenter le langage humain en vecteur de nombres. Et pareil pour les images également, donc tout ce qui est réseau de neuroconvolutionnel, par exemple. Donc comment je prends une image et je représente ces pixels à travers une matrice. Voilà, comme les matrices qu'on avait vues à l'école. Donc voilà, c'est vraiment une évolution. Et ensuite, on a eu à la fois une révolution scientifique sur les idées. Donc voilà, il y a eu ce fameux papier de recherche de Google, Attention is all you need. Donc on a compris en fait qu'on peut ajouter des mécanismes à ces réseaux de neurones pour les améliorer. Ça a donné lieu à des modèles qu'on voit aujourd'hui très puissants comme ChatGPT, Palm, etc. Et donc voilà, c'est une évolution effectivement scientifique, mais aussi c'est une évolution sur la puissance de calcul. Donc à travers tous les progrès qui ont été faits sur les GPU de la part d'NVIDIA par exemple. Bon, voilà, aujourd'hui, la plupart des grands cloud providers qui offrent ces modèles, ce qu'on appelle des foundation models, ils ont des data servers avec plein de GPU. Et c'est ça ce qui a déclenché effectivement cette révolution. Ah, c'est vraiment une révolution. Et en termes d'outils, quel est ton point de vue sur aujourd'hui ce qui existe sur le marché? Alors, ça dépend de comment on se positionne. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que développeur, je ne vais pas forcément utiliser des outils déjà faits, des outils sur étagère. Je vais plus utiliser, par exemple, directement les modèles à travers les API des cloud providers comme Google, Microsoft, AWS. D'un point de vue consommateur, effectivement, il y a eu pas mal de gens qui ont été surpris par ChatGPT, donc des gens qui n'étaient pas conscients de tout le progrès qui se faisait sur le domaine du NLP, des gens qui ont été surpris aussi par ce qu'on appelle les diffusion models qui sont derrière tout ce qui est mid-journée. Donc voilà, donc, d'un point de vue développeur, nous, on s'intéresse plus à des API, à des frameworks d'abstraction qui nous permettent de facilement coder des process avec ces API. Donc les API, c'est des choses qui nous permettent d'accéder au modèle, donc, par exemple la ChatGPT sur Microsoft. Et d'un point de vue utilisateur, on a vu plein de choses, des outils sur ChatGPT pour le texte, pour générer du texte, même pour raisonner parfois, pour faire un brainstorming avec ChatGPT, Midjourney pour générer des images, les éditer, etc. Stable Diffusion, pareil. On voit aussi aujourd'hui pas mal de produits sur la partie voice, sur la partie voix. Donc aujourd'hui, par exemple, Bark, tu peux lui dire, tu peux même lui écrire une histoire et en fonction du contexte, il va se dire, OK, cette personne, je vais lui faire une voix, par exemple, de femme parce que c'est une femme. Et cette personne, ça va être plus une voix d'homme. Donc vraiment, on arrive sur des usages et des outils très développés. Mais pour nous, les développeurs, on revient toujours à la source, sur les API, et on utilise des frameworks comme LangChain, LlamaIndex, etc., qui vont nous aider, pour l'instant, à construire des choses avec les language models, par exemple.
Alors, ça donne beaucoup de perspectives, hein, c'est très riche. Et est-ce que tu aurais des exemples justement de cas d'usage basés sur le Generative AI? Oui. Alors, juste peut-être avant d'aller sur les cas d'usage, pour faire la distinction entre les deux sujets, donc les language models et les vision models. Donc, sur tout ce qui est modèle de langage, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de friction, de copyright, etc. Donc, ça avance beaucoup mieux que la vision. Donc, la vision aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes de propriété intellectuelle des artistes, etc. Donc, le cadre, il n'est pas encore bien défini, que ce soit légal ou éthique. Alors que sur la partie language model, on voit aujourd'hui que même nos clients, ils ont plus de facilité à vouloir lancer des use cases là-dessus. Et du coup, je vais plus me concentrer sur la partie language model qu'on traite pas mal en ce moment avec nos clients. Moi, je dirais qu'il y a 4 typologies de use cases. Donc, il y a par exemple tout ce qui est content generation. Donc, ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit des gens. Parce que quand je viens sur ChatGPT, je lui dis, bah, génère-moi un mail ou réécris-moi ça. Donc voilà, il y a de la content generation, de la génération de contenu pour tout ce qui est par exemple marketing. Donc comment je peux donner un brief à l'IA et lui demander de me générer soit des idées de campagne, voire même ce qu'on appelle les ad copies, donc le texte qui va être affiché dans les publicités. Le deuxième use case qu'on voit beaucoup aussi, c'est tout ce qu'on appelle les knowledge bots. C'est-à-dire comment prendre une source de savoir, une source de knowledge et la connecter avec un language model comme ChatGPT. Comme ça, on le spécialise sur le contexte de notre client. Et donc là, le type d'usage qu'on peut voir, c'est tout ce qui est FAQ chatbot pour aider, par exemple, les consommateurs quand ils viennent sur un site web à trouver des réponses à leurs questions. Donc ça peut être des FAQ chatbots, ça peut être même des assistants, par exemple. Pour un client dans tout ce qui est beauté, dernièrement, on a créé un assistant qui est capable de guider les utilisateurs sur le site web en leur donnant des astuces de beauté. Donc voilà, c'est tout simplement un language model connecté à un savoir derrière. Le troisième type de use case que je trouve très très intéressant, c'est tout ce qui est autour de la structuration de données. Donc souvent, quand on va faire des missions chez nos clients, ils vont nous dire bah, voilà les tables qu'on a, faites quelque chose avec. Et parfois, on va dire ah cette table elle n'est pas parfaite, on aura besoin de cette information, etc. Ils vont nous dire bah, malheureusement cette information on l'a sur notre site e-commerce, mais elle n'est pas dans une table. Donc aujourd'hui, on peut utiliser les language models comme ChatGPT pour extraire des informations de données non structurées, par exemple de description de produits, et les mettre dans des tables qui peuvent être utilisées par les gens qui travaillent avec la data. Donc voilà, ça c'est le troisième use case. Et le quatrième use case, c'est un use case qui est assez embryonnaire en ce moment, donc on ne l'a pas encore fait avec des clients, mais on est en train d'expérimenter en interne. C'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle les agents analytiques. Donc comment faire en sorte que, où je donne un exemple, ça va être plus simple. Donc aujourd'hui, j'ai un client qui a un besoin analytique, par exemple d'un dashboard. On est plus sur une philosophie de push. C'est-à-dire que c'est les clients qui push. Je veux cette feature, je veux cette table, je veux ce graphe, etc. Et après, on peuple le dashboard. Demain, ce qu'on peut imaginer, c'est juste une box de dialogue, une boîte de dialogue, où on va, par exemple, demander, poser notre question à l'agent. Et c'est l'agent derrière qui va retranscrire notre question humaine en SQL, par exemple, pour faire une requête, voire même nous faire des graphes, donc voilà, pour restituer la réponse. Donc voilà les types de use cases qu'on voit. Et il y a un cinquième, je ne vais pas dire que c'est un use case, mais c'est plus quelque chose de transverse à tout ça. C'est comment demain, j'arrive à faire du MLOps. Donc ce qu'on appelle du MLOps, c'est tout ce qui est travail sur le cycle de vie du modèle en production, donc pas juste en phase de démo ou de POC. Et aujourd'hui, les LLM, ils offrent pas mal de défis là-dessus. Donc il faut qu'on se bâtisse aussi un arsenal pour pouvoir mettre ce genre de modèle en production. Très clair et très intéressant. Et avec tout ce champ des possibles, est-ce que tu vois aussi beaucoup de défis qui se présentent à nous? Oui, bah justement, par rapport à ce que je disais, il y a un défi par rapport à la production, par rapport à mettre ces usages dans un environnement qui va
servir des clients. Donc, on a des contraintes de latence. Donc, commencer les language models sur des tâches complexes, par exemple, ça peut prendre 10 secondes, 15 secondes. Donc voilà, il faut être aussi il faut être judicieux dans les choix qu'on fait. On va pas mettre de l'IA générative partout. Donc moi, typiquement, ce que j'aime penser, c'est je me dis, s'il y a une tâche humaine qui prend 20 secondes, donc qui n'est pas rapide, qui prend au moins 20 secondes, il y a un potentiel pour l'augmenter avec de l'IA générative. Voilà. Donc il y a effectivement ce défi par rapport au temps de latence, il y a même un défi par rapport à l'hallucination. C'est un terme technique, mais voilà, c'est un terme un peu marrant, mais ça veut dire que ces modèles, parfois, ils vont nous dire des choses soit qui ne sont pas correctes, ou soit des choses qui ne sont pas vraiment ce qu'on voulait avoir comme réponse. Et donc, il y a tout un travail sur l'alignement, sur comment faire en sorte qu'on ajoute à notre solution des briques de vérification de faits ou de fact-checking. Donc, ce qu'on peut imaginer, par exemple, dans un cas d'usage de chatbot qui est connecté à un certain savoir du client et qui répond, on peut imaginer qu'on va avoir cette IA qui fait la réponse et en deuxième partie, avoir une autre IA qui prend la relève juste pour vérifier les faits. Donc, il va avoir accès aussi au savoir, à la réponse de la première IA. Et son travail, c'est de vérifier les faits, voire reformuler si jamais il y a une information qui n'est pas correcte. Donc voilà, il y a pas mal de défis. Il y a un défi humain aussi. Aujourd'hui, il y a pas mal de clients qui sont... soit il y a des clients qui vont se dire « Ah, ça me fait peur, mes employés peut-être qu'ils vont pas se sentir, qu'ils vont se sentir menacés ou quelque chose comme ça. Ou ça me fait peur parce que le paysage légal, éthique, il n'est pas encore clair. » Donc il y a aussi un travail à faire pour surmonter ce défi humain. Oui, le défi humain est souvent pas à négliger. Et d'un point de vue plus personnel, justement, et plus humain, toi, en tant que data scientist, comment tu décrirais les changements qu'amène l'IA générative? Effectivement, on a tendance parfois à dramatiser les choses. Et je vois chez les profils tech, on a plus tendance à rester toujours sur notre garde, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre cette hype, cet effet de tendance de dire « Ok, l'IA générative va tout remplacer ». Donc, on est beaucoup plus réservé dans les milieux techniques. On comprend que ce n'est pas quelque chose qui peut remplacer l'humain. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, quand il y aura une vraie, ce qu'on appelle le AGI, une vraie intelligence artificielle générale. Donc là, peut-être qu'on va tous être remplacés. Mais pour l'instant, comment je vois l'IA générative, je le vois comme, c'est une technologie puissante, bien sûr, mais c'est aussi comme toutes les évolutions de technologie. Donc les web développeurs qui faisaient par exemple du HTML, CSS, JavaScript, au moment où il y a eu des frameworks modulaires comme React, Vue, etc., qui sont apparus, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Ensuite, il y a par exemple des plateformes no-code qui te permettent aujourd'hui de faire des sites web sans devoir maîtriser du HTML ou par exemple du React, etc. Bah, là aussi, les web devs se sont posé des questions. Pareil pour nous, les data scientists. Il y a eu une époque où on codait les algorithmes par nous-mêmes. Par exemple, on codait un algorithme de clustering K-means. Et puis, il y a eu une époque où on fait juste un import de cet algorithme, mais on a quand même besoin de compréhension pour savoir comment paramétrer le modèle de la meilleure façon. Et aujourd'hui, c'est une révolution sur tout ce qui est NLP, Computer Vision, parce qu'avant, par exemple, on va utiliser un algorithme pour détecter des topics, ce qu'on appelle le topic modeling dans des corpus textuels. Aujourd'hui, je suis capable juste à demander à l'IA de me sortir les topics les plus pertinents. Donc voilà, ça ne va pas forcément venir remplacer tout ce que fait le DS, ça va venir nous augmenter, nous aider à faire les choses plus rapidement. Et moi, l'aspect vraiment qui me passionne le plus, c'est la partie code. Donc aujourd'hui, par exemple, chez Artefact, on a tous accès à GitHub Copilot qui nous aide à coder. Donc c'est un peu comme de l'autocompletion sur du mail. Quand on est en train d'écrire un mail, ça nous complète notre code. Bah pareil, et là, ça ne va pas venir remplacer notre travail de code parce que ce qu'on voit sur ce genre d'outils,
c'est que si jamais je suis en train de coder avec de mauvaises pratiques, je ne respecte pas les pratiques de code, etc., l'IA, dans la plupart des cas, elle va venir continuer mon code avec les mêmes mauvaises pratiques. Donc voilà, c'est vrai que ça peut aider par exemple des personnes juniors à comprendre des choses, etc. parce qu'elles ne vont pas forcément avoir cette contrainte d'écrire du code qui est très très propre, mais plus une contrainte d'explorer des technologies, etc. Ça va nous aider d'autres profils en général sur la documentation du code. Parfois, on a tendance à oublier ça. Donc voilà, mais ce n'est pas quelque chose qui va venir nous remplacer. Merci beaucoup Ilias, c'était passionnant, très intéressant pour ton partage de savoir, à la fois scientifique, sur l'expérience de tes cas d'usage. Et merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode sur la plateforme Media The Bridge de Data Coffee dédié à l'IA générative.